Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a raconté sur le brochet en hiver est faux, que cette idée du poisson endormi, collé au fond, en attendant le printemps, c'est une excuse parfaite pour justifier nos échecs? Dans cette vidéo, on ne va pas parler de la dernière couleur de l'heure à la mode. Non. On va parler du secret le mieux gardé du comportement du brochet en plein cœur de l'hiver. Celui qui explique pourquoi 99% des pêcheurs rentrent bredouilles. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre risque de transformer vos sorties hivernales à tout jamais. D'ailleurs, entre nous, vous y croyez vraiment, vous, à ce brochet qui fait la sieste pendant 3 mois? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Le glucosimier, ou le cœur de l'hiver, c'est ce moment où le moral du pêcheur est aussi bas que la température de l'eau. On a tous entendu les mêmes refrains: « Laisse tomber, ça ne mord pas ». Le poisson est calé, il digère lentement. Alors, on sort, on gratte le fond pendant des heures avec de gros leurres ramenés à 2 à l'heure, parce que c'est ce que les anciens nous ont dit de faire. On répète les mêmes gestes, sur les mêmes postes, année après année, avec les mêmes résultats décevants. Mais pourquoi? Parce qu'on s'attaque au problème avec une mauvaise information. On part du principe que le brochet est inactif. C'est la plus grande erreur que l'on puisse faire. Il n'est pas inactif, il est devenu un chasseur d'une efficacité redoutable et d'une économie d'énergie absolue. Et c'est cette nuance qui change absolument tout. Premièrement, mettons les choses au clair. Le brochet ne cesse jamais de s'alimenter. Son métabolisme ralentit, c'est un fait. Il digère plus lentement, c'est vrai aussi. Mais un prédateur reste un prédateur. Il ne peut pas se permettre de jeûner pendant des mois. La vérité, c'est qu'il choisit ses repas avec une précision chirurgicale. Il ne va plus gaspiller une seule calorie pour une proie incertaine. Imaginez un sniper qui attend la cible parfaite, immobile pendant des heures. Voilà le véritable état d'esprit du brochet en hiver. Il n'est pas endormi, il est en mode veille ultra performante. Alors, où est l'erreur que nous commettons tous? On pense ralentir. On lance notre gros shad et on le ramène le plus lentement possible en linéaire au fond de l'eau. On se dit que le brochet, apathique, va finir par le voir passer et l'aspirer doucement. Mais réfléchissez, même pour un poisson lent, intercepter une cible qui bouge, même lentement, demande un effort, une accélération, une dépense d'énergie. Et c'est justement ce que le brochet veut éviter à tout prix. Notre approche est donc en contradiction totale avec sa stratégie de survie du moment. On lui demande de faire un effort qu'il n'est pas prêt à fournir. Passons maintenant au vrai secret, le concept de l'opportunité à 0 coût. Le brochet en hiver ne cherche pas une proie, il attend une offrande. Il se positionne dans des endroits très spécifiques où le fourrage, désorienté par le froid ou le manque d'oxygène, devient une cible d'une facilité déconcertante. Il ne va pas se déplacer de 3 mètres pour votre leurre. Il attend que la nourriture lui arrive littéralement dans la gueule. C'est un changement de paradigme complet. On ne doit plus chercher à provoquer une attaque, mais à se faire passer pour la proie la plus stupide et la plus facile de tout le plan d'eau. Oubliez les grandes étendues et les cassures franches que vous pêchez en automne. En hiver, tout se joue au centimètre près. Le brochet recherche ce que j'appelle des micro-pièges. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être une simple pierre au milieu d'un fond de sable, la sortie d'une petite arrivée d'eau, une branche immergée, ou même une légère dépression de seulement 20 cm. Ces zones sont des points de passage obligés ou des zones de repos pour les petits poissons. Le brochet le sait, et il se poste en embuscade, parfaitement camouflé, attendant sa victime. Le facteur clé ici est la prévisibilité. Le brochet utilise son environnement pour que la proie vienne à lui. Pensez à un léger courant qui rabat les gardons contre une pile de pont. Le brochet ne se met pas dans le courant à gaspiller de l'énergie. Il se met juste à la sortie, dans le remous, là où le poissonnet va arriver épuisé et sans méfiance. Votre mission n'est donc plus de trouver les brochets, mais de trouver les pièges à proie. Lisez le plan d'eau non pas avec des yeux de pêcheur, mais avec des yeux de prédateur qui veut manger sans bouger. Parlons de l'oxygène, ce grand oublié. En hiver, surtout sous la glace, les niveaux d'oxygène peuvent chuter. Les zones les plus confortables pour le poisson blanc sont souvent celles qui sont légèrement mieux oxygénées. Une arrivée de ruisseau, une source sous-marine, une zone brassée par le vent avant le gel complet. Le brochet ne suit pas l'oxygène pour son propre confort, il suit la cantine.
Repérer ces zones, même si elles paraissent insignifiantes, c'est trouver les points de rendez-vous de tout l'écosystème. Une petite zone d'1 mètre carré peut concentrer toute l'activité. Maintenant, la question du leurre. Si le brochet ne veut faire aucun effort, comment le décider? La réponse est dans la présentation. Il faut arrêter de penser en termes de nage du leurre. Il faut penser en termes de comportement. Le leurre parfait en hiver n'est pas celui qui vibre le plus, mais celui qui imite une proie à l'agonie. Une proie qui ne demande aucun effort de chasse. Imaginez une ablette qui vient de mourir et qui descend doucement vers le fond en oscillant sur elle-même. C'est ça, le signal ultime. C'est là que les leurres de type suspending ou à descente très lente deviennent des armes redoutables. Un jerkbait minnow qui reste immobile à la même profondeur pendant 10, 20, voire 30 secondes. Un shad monté sur une tête plombée très légère qui met une éternité à toucher le fond. L'animation ne consiste plus à ramener, mais à faire des pauses interminables. C'est pendant cette immobilité totale que le brochet, posté à proximité, prend sa décision. Il voit cette proie facile, suspendue, sans défense, et l'attaque devient un réflexe, pas une chasse. L'autre technique dévastatrice est le bottom tapping ultra lent. Avec un leurre souple, on ne le fait pas nager. On le pose sur le fond, on attend. Puis, on lui imprime une traction minimale, juste de quoi le soulever de quelques centimètres, et on le laisse retomber. On imite une petite perche ou un gardon qui fouille le substrat, totalement vulnérable. Le brochet, qui observe la scène, attend le moment parfait pour s'en saisir sans la moindre course-poursuite. Le secret, c'est la patience et la subtilité du mouvement. Oubliez aussi la règle du gros leurre, gros brochet en plein hiver. C'est souvent l'inverse. Le métabolisme du brochet étant lent, il peut préférer plusieurs petites proies faciles à digérer plutôt qu'un seul gros repas qui le rendra vulnérable pendant des jours. Un leurre de 10 ou 12 cm, imitant la taille du poisson fourrage local, sera souvent bien plus efficace qu'un shad de 25 cm. Il faut correspondre à ce que le brochet peut ingérer et digérer avec un minimum de contraintes physiologiques. Parlons maintenant de la localisation verticale. On nous dit souvent que le brochet est collé au fond. C'est vrai dans certains cas, mais c'est une simplification dangereuse. Il est là où se trouve la nourriture. Et en hiver, avec la stratification de l'eau, le poisson fourrage peut très bien se tenir suspendu à 2 ou 3 mètres sous la surface, même s'il y a 10 mètres de fond. C'est là qu'un leurre suspending prend tout son sens. Pêcher le fond quand la vie est entre deux eaux, c'est pêcher dans le désert. Un bon exemple pratique. Vous arrivez sur un lac gelé. Au lieu de vous précipiter sur la fosse la plus profonde, observez la topographie. Cherchez les anciennes berges, les hauts fonds près d'une cassure. C'est là que le poisson blanc vient se réchauffer au moindre rayon de soleil. Le brochet ne sera pas loin. Il ne sera pas sur le haut fond, car il serait trop visible. Il sera juste en dessous, dans la pente, attendant que l'un des gardons fasse une erreur et descende vers lui. C'est un jeu d'échecs. La discrétion est également un élément capital, souvent négligé. Le son se propage extrêmement bien dans l'eau froide et dense. Marcher lourdement sur la berge, faire tomber sa boîte de leurre, c'est comme envoyer un signal d'alarme à tous les prédateurs du secteur. Le brochet en mode économie d'énergie est extrêmement sensible à ces dérangements. Il ne va pas fuir à toute vitesse, mais il va se mettre en alerte et refuser toute sollicitation. Approchez chaque poste comme si vous étiez un loup chassant un cerf. Changeons de sujet et parlons de la fenêtre d'activité. Même en hiver, elle existe. Elle est simplement beaucoup plus courte et subtile. Ce n'est plus une heure de folie comme en automne. C'est parfois juste 10 minutes. Souvent, elle est liée à des micro-changements de luminosité ou de pression atmosphérique, un léger redoux, un nuage qui passe devant le soleil. Il faut être dans l'eau et pêcher activement pendant ces courtes fenêtres. Si vous faites une pause café à ce moment-là, vous avez raté votre journée. Le matériel a aussi son importance. En hiver, on utilise souvent de la tresse, mais elle a tendance à geler. Surtout pour ces pêches minimalistes, un bas de ligne en fluorocarbone de gros diamètre peut nuire à la présentation du leurre. N'hésitez pas à descendre en diamètre, quitte à prendre plus de risques. Il vaut mieux avoir une touche et risquer de casser que de ne pas avoir de touche du tout à cause d'une présentation trop grossière. L'équilibre est la clé.
Un autre mythe à déconstruire, la couleur du leurre. En hiver, dans des eaux souvent plus claires, le naturel prime. Oubliez les couleurs flashy, sauf en cas d'eau très teintée. Un coloris perche, gardon ou ablette sera toujours un bon choix. Le brochet a tout le temps d'inspecter votre leurre avant de se décider. Si quelque chose lui paraît suspect, il l'ignorera. Le réalisme n'est pas une option, c'est une obligation. Pensez aussi à la vibration. On a tendance à croire qu'il faut de fortes vibrations pour réveiller un poisson apathique. C'est une erreur. De fortes vibrations sont synonymes de proie en pleine forme, rapide, difficile à attraper. C'est un signal de fuite. Au contraire, un leurre sans aucune vibration, comme un soft swimbair ramené très lentement, ou un slug, imite une proie faible et nonchalante. C'est une signature vibratoire bien plus en phase avec ce que le brochet recherche. Visualisez cette scène. Vous êtes au bord d'un canal. L'eau est glaciale. Au lieu de lancer au milieu, vous repérez une simple feuille de nénuphar morte posée sur le fond. C'est un micro-obstacle. Vous lancez votre petit shad monté très léger bien au-delà et vous le ramenez jusqu'à ce qu'il vienne buter contre la feuille. Là, vous arrêtez tout. Vous attendez. 1 minute, 2 minutes. Le brochet, qui était posté de l'autre côté de la feuille, voit cette proie bloquée, facile. C'est à ce moment précis que la touche intervient. C'est ça, la pêche d'hiver. Il faut donc réapprendre à lire l'eau. Chaque détail compte. Un oiseau qui plonge toujours au même endroit. Une petite zone où la glace est plus fine. Un remous à peine perceptible. L'hiver ne pardonne pas l'approximation. Il faut devenir un observateur, un naturaliste, avant d'être un pêcheur. C'est une pêche beaucoup plus cérébrale et stratégique. Le secret n'est pas dans la boîte à leurre, il est dans votre cerveau et votre capacité d'analyse. Pour résumer, le grand secret du brochet en hiver, ce n'est pas qu'il est endormi, c'est qu'il est devenu un maître de l'efficacité. Il a transformé son environnement en un gigantesque piège pour ses proies. Notre rôle est de comprendre la mécanique de ces pièges et de lui présenter une offrande qu'il ne pourra pas refuser, car elle ne lui coûtera aucune énergie. Arrêtez de pêcher vite, mais surtout, arrêtez de pêcher loin. Pêchez juste. Pêchez les microstructures avec des animations minimalistes. C'est là que se trouve la clé du succès. Voilà, le secret est révélé. Le brochet en hiver n'est pas une brute endormie, mais un assassin patient et incroyablement efficace. Le vrai tournant, le « Ah, c'est donc ça », c'est de comprendre qu'il faut arrêter de vouloir le faire bouger. Il faut lui apporter le repas sur un plateau d'argent. Il ne s'agit plus de prospection, mais de déduction digne de Sherlock Holmes pour trouver ces micro-postes où le brochet attend, immobile. Cette approche change tout. Votre choix de poste, vos leurres, vos animations. C'est une pêche plus lente, plus fine, mais tellement plus gratifiante quand on sent enfin cette lourdeur au bout de la ligne. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et surtout, de partager votre expérience en commentaire. Maintenant que vous connaissez ce secret, pensez-vous que c'est la fin des journées sans touche? Ou est-ce que, selon vous, il y a encore un autre facteur bien plus important qu'on a oublié? Le débat est ouvert.